Bonjour les amis, de nouveau nous allons faire un petit tour en Amérique latine avec notre Tintin reporter à nous qu'on a. Le sujet d'aujourd'hui c'est le Salvador. Il y a eu dimanche une élection où un chef d'État qui a un drôle de nom, pas spécialement latino, Bukele il s'appelle, avec une sonorité africaine, qui a fait pas loin de 84% des voix au premier tour, ce qui est quand même un score de maréchal, comme on dit. Il est connu en Europe presque exclusivement grâce aux photos qui témoignent de la façon dont l'insécurité a été traitée au Salvador, une insécurité qui était considérable, avec des cartels, avec une violence assez folle. Et il semblerait que les chiffres démontrent qu'il ait réussi un certain nombre de choses qui peut-être, mais ça, Romain va nous le dire, qui peut-être explique ce score extrêmement important. Alors, je vais passer la parole à Romain parce que, bon, quand on fait nos petits tours, pays par pays, hein, finalement, on a fait l'Argentine, on a eu le Pérou, bon, L'Équateur. l'Équateur, bien sûr, j'allais l'oublier. Et là, il s'agit du Salvador qui a une histoire particulière. Moi, j'ai des souvenirs du temps où j'étais président de France-Amérique latine, du Front Farabundo Martí de Libération nationale, qui avait essayé de faire ce qu'avait fait le front de, ah, du Nicaragua et qui avait fait une insurrection et qui avait réussi à prendre le pouvoir. Donc, mais là, ça s'était assez mal passé avec le front Farabundo Martí. Toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est M. Bukele qui est parti pour un nouveau mandat avec un score assez considérable. Alors, Romain, explique-nous un peu ce qui se passe là-bas. Oui, alors je vais commencer par une question. Régis, tu as dit que Bukele avait été réélu avec un score considérable. D'où tiens-tu ton information? J'ai vu passer ça. Alors ça, très bonne question. Sûrement pas dans les médias mainstream. Je ne les ni ne les lis ni ne les regarde. Hein, donc je pense D'accord. Non, que parce que là, au jour où on est en train d'enregistrer cette vidéo, donc mardi 6 février, il n'y a pas de résultat officiel. Il faut le d'accord. savoir. Le tribunal suprême électoral a dépouillé 70% des bulletins pour l'élection présidentielle et 5,8% des bulletins pour l'élection législative. Néanmoins, M. Boukele a annoncé les résultats à 9 h le dimanche en disant qu'il avait gagné avec plus de 80% et qu'il avait à peu près 60 ou 65% des postes à l'Assemblée nationale. Donc là, il y a quand même un petit problème, n'est-ce pas? Puisque les seuls résultats qui ont été repris par les médias et ensuite par les chancelleries mondiales pour le féliciter viennent de lui. Alors, il y a un truc, je vois pourquoi je commence comme ça. Je vais vous dire les incohérences d'abord de cette élection que je ne renie pas. Hein. Les chiffres, je ne les renie pas. Je vais y venir après, j'étais un petit peu provocateur. Le Salvador, ça peut paraître étonnant, mais n'a pas de registre électoral. Il totalise officiellement 6 millions de votants pour un pays de 7 millions d'habitants. Donc, c'est-à-dire que la population de moins de 18 ans serait de 15% si on fait le petit produit en croix, ce qui évidemment n'a pas de sens. Le Salvador n'a pas une population plus vieille que la France, qui est un pays vieillissant qui a 21% de mineurs. Non. Donc le chiffre cloche, ça ne va pas. En plus, si on prend ce chiffre de 6 millions de votants, ça voudrait dire qu'à 70% des bulletins dépouillés, seulement 30% du corps électoral aurait voté. Donc, ce qui serait une victoire à mettre entre grands guillemets, puisque il y aurait eu 66% d'abstention. Alors, évidemment, le chiffre n'est pas bon. Le chiffre du registre électoral n'est pas bon. Hein. Il n'a pas été épuré, il doit y avoir des morts là-dedans. Il y a des gens qui vivent à l'extérieur du pays, qui vivent à l'étranger, qui sont comptabilisés comme votant au Salvador et inversement. Mais enfin, on voit quand même. Alors, Bukele n'avait pas le droit de se représenter. Il a fait une manœuvre en démissionnant 6 mois avant. Donc, comme il n'était plus président, il a pu se représenter, etc. Voilà.
Le chiffre en question, Bukele a gagné avec à peu près 83% des bulletins comptés. Non, ses opposants, la gauche du Front Farabundo Marti, à 7%, le candidat à 7%, et l'extrême droite à 6%. Donc le Front Farabundo Marti et l'extrême droite d'Arena, c'était les partis traditionnels qui ne totalisent sur cette élection que 13%. Ces chiffres, je ne les nie pas. Il y a un raz-de-marée Bukele, le peuple a décidé que Bukele devait continuer pour un nouveau mandat parce que à 83%, c'est un plébiscite. Et je ne tombe pas, et je ne tomberai pas dans le fait de dire le peuple a mal voté, gna gna gna, le dictateur Bukele, etc. Non. Le peuple s'est exprimé, le peuple est souverain, et du fait qu'il est souverain, le peuple a toujours raison, surtout quand il a tort. Il a toujours raison, c'est lui qui décide. Donc, il a décidé de porter Bukele pour un deuxième mandat. Tant mieux pour lui, tant mieux pour eux, c'est son choix. Il n'est pas critiquable. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Bukele le soir de son élection, quand il a lui-même annoncé ses élections. Il a pris à partie un journaliste de El País en lui disant mais pourquoi êtes-vous en train de donner des leçons de morale depuis un pays étranger au peuple équatorien qui s'est largement exprimé? Donc oui, le peuple Salvadorien, équatorien, salvadorien. pardon, salvadorien, excuse-moi, Régis. Alors oui, c'est largement exprimé. Néanmoins, on peut noter tout de suite quelque chose. Si les conditions de cette élection, avec une absence de registre électoral, avec un magouillage de la Constitution pour pouvoir se présenter, je suis pour, je suis pour une non-limitation des mandats. Si le peuple a envie de réélire et élire et réélire Bukele pendant 50 ans, c'est son problème. Je ne vois pas pourquoi la loi devrait les en empêcher. Mais il y a une petite magouille tout de même pour qu'ils puissent se représenter. Très bien pour le peuple. L'absence de résultat électoral et l'annonce des résultats par M. Bukele, qui avait lui-même violé la loi électorale en faisant une conférence de presse alors que les gens étaient en train de voter. Si ça serait passé au Venezuela ou au Nicaragua, tous les médias auraient tiré à boulet rouge sur une élection truquée, tronquée, etc. Et tout le camp occidental n'aurait pas reconnu l'élection. Donc là, on voit, et nous allons voir, nous allons le développer, que Bukele est totalement fonctionnel au camp néolibéral et occidental. L'élection en est une preuve. Voilà. Alors, cela dit, je vais quand même resituer. Vous voyez cette petite partie, donc là, c'est l'Amérique centrale. En Amérique centrale, le Salvador, je ne sais pas ce que j'ai avec l'Équateur aujourd'hui, le Salvador est le plus petit pays. C'est un pays qui est plus petit que la Bretagne. Il y a 6 millions d'habitants, 6 millions de Salvadoriens sur le sol salvadorien, plus 1 million à l'étranger. La monnaie officielle, ça va avoir son impact, c'est pour ça que je fais un peu la fiche Wikipédia, vous allez comprendre. La monnaie officielle, c'est le dollar des États-Unis et le Bitcoin depuis quelques années, depuis 3 ans. Alors, dans l'histoire du Salvador, je passe très rapidement, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le Salvador a toujours été une colonie des États-Unis, dont l'histoire est ponctuée d'insurrections populaires, notamment une des plus importantes a été celle de Farabundo Martí dans les années 30, donc qui était un guérillero d'Amérique centrale salvadorien qui avait combattu au Nicaragua avec Sandino, revenu au Salvador, qui s'est affronté à l'oligarchie locale et à l'empire états-unien. Là, on parle d'il y a un siècle, Et dans les années 80, il y a toujours des fronts guérilleros, il y en a plusieurs, ils s'unissent. Alors, c'est des fronts de différentes idéologies, ce n'est pas uniquement communiste. Ils se regroupent et créent le Front Farabundo Martí de Libération Nationale en hommage aux guérilleros qui, quelques décennies avant, avaient combattu l'Empire américain. Et donc là, c'est 12 années de guerre civile. Alors, ne zappez pas, parce que ça, c'est obligatoire pour comprendre par la suite la lutte contre l'insécurité de Bukele. Donc, 12 années de guerre civile, avec des massacres, une économie évidemment qui est complètement explosée, et surtout l'exil de nombreux Salvadoriens, et principalement aux États-Unis, et principalement sur la côte ouest. Pourquoi je fais ce petit rappel historique? Eh bien, parce que
c'est là que vont se constituer les maras, qui sont ces gangs, ce crime organisé, qui vont se constituer d'abord donc de Salvadoriens avec à la base, on va dire, une idée qui était de monter un espèce de groupe, on va dire, chargé de testostérone, entre la testostérone et le paramilitaire, chargé entre autres de la protection de la communauté salvadorienne et qui va glisser évidemment très rapidement dans le crime organisé, la vente de drogue, etc., etc. Et donc, il y a la contrepartie d'un autre. Alors ça va être la création d'une maras. Une maras, c'est le nom qu'ont ces gangs, la maras Salvatrucha, et son grand rival, la maras du Barrio 18, qui est aussi composée en grande partie de Salvadoriens. Une fois la paix revenue, donc au début des années 90, en 1992 pour être précis, les exilés, certains exilés reviennent et avec eux des membres des maras qui vont établir au Salvador un peu leur point central, leur point névralgique pour conquérir des espaces de commerce illicites en Amérique centrale et aux États-Unis, puisqu'ils ont le lien avec les gangs de leur gang mère de Los Angeles. Voilà. Et donc, évidemment, ça devient des gangs immédiatement très puissants dans un tout petit pays, avec peu d'habitants, et surtout, comme je vous l'ai dit, plus petit que la Bretagne. La Bretagne, c'est 24 000 km², le Salvador, c'est 21 000 km². Et parallèlement au retour de ces maras, ils reviennent un peu comme un poisson dans l'eau, puisque de 1989 à 2009, ça va être l'ultra-droite néolibérale, occidentaliste, et qui est évidemment, alors pour le coup, anticommuniste, qui va diriger le pays. Donc, c'était ce parti, donc qui s'appelle Arena, non qui a été fondé par un monsieur, donc Robert de Buisson, qui est aussi le fondateur des escadrons de la mort durant la guerre civile et l'auteur intellectuel de l'assassinat de l'évêque Romero en 1980, donc qui avait été assassiné, l'évêque du Salvador. Voilà, donc assassiné par l'ultra-droite parce qu'il prenait parti pour les pauvres et œuvrait à un Salvador où tout le monde pouvait vivre de manière digne et souveraine. Voilà, il a été assassiné donc par le fondateur, on va dire, de ce parti qui va diriger pendant 10 ans le pays et donc qui va évidemment éclater l'État. Donc, il y a un État, évidemment, qui déjà était embryonnaire, qui va être éclaté sur l'autel du néolibéralisme. On connaît les recettes, hein, atomisation de la société, etc. Et donc, qui adore ce genre de truc? Eh ben, qui adore ce genre de mesures? Eh ben, le grand patronat, en particulier transnational, et puis le crime organisé qui prospère dans ces milieux sans État et de sociétés atomisées comme un poisson dans l'eau. Et donc, les maras vont évidemment là s'installer de manière durable dans ce petit pays qu'est le Salvador. En 2009, alors, avant d'arriver à 2009, je rappelle donc très rapidement que s'installe aussi un bipartisme, c'est-à-dire Arena d'un côté et donc l'ultra-droite d'Arena et le Front Farabundo Martí, qui a encore une composante radicale et beaucoup de composantes de centre-gauche beaucoup plus modérées. Alors, coup de théâtre, je rappelle que la première rentrée de devises du Salvador, ce sont l'argent qu'envoient les expatriés dans le pays, et notamment depuis les États-Unis. En 2005, il y a le candidat du Front Farabundo Martí qui se présente et qui vient, je vous avais dit que c'était le Front Farabundo était le regroupement de plusieurs fronts de guérilla, et là, c'est la partie la plus radicale du Parti communiste qui est candidate sous la forme de Shafiq Andal, un Salvadorien d'origine palestinienne, et donc qui est crédité de 65% dans les sondages. Donc il y a une véritable envie des Salvadoriens de changement, n'est-ce pas? Et l'ambassadeur des États-Unis, 15 jours avant l'élection, déclare que si jamais Shafiq Andal gagne, les États-Unis interdiront l'envoi d'argent au Salvador.
Eh ben, comme vous pouvez vous y attendre, Shafik Andal a été laminé, puisque c'était l'apport économique principal du pays qui se serait effondré. Les gens n'ont pas voté pour. Et donc, dans les années qui ont suivi, il y a eu un recentrisme du Front Farabundo Martí. Et donc, quand il arrive au pouvoir, d'abord par M. Funès, ensuite par M. Sanchez, c'est un fiasco quasiment total, puisque les espoirs de changement radical portés par ce parti, en tout cas depuis sa genèse, eh ben, ne donnent pas leurs fruits. Et surtout, cette gauche ne résout aucun des problèmes structurels du Salvador, tant au niveau économique qu'au niveau de l'insécurité qui est très développée à l'époque déjà. Et là arrive M. Bukele. Ma question, c'est l'insécurité que tu as décrit dans ces structures, enfin, tu as décrit les structures qui aboutissent à cette insécurité, elle était vertigineuse au Oui, et Salvador. qui est Bukele aussi, c'est important, avant Ah oui, oui, d'arriver peut-être oui. à la On va commencer stratégie. par notre ami Oui. Bukele, oui, avant de parler du problème qui prend à bras le corps, qui est celui de l'insécurité et qui prend à bras le corps de façon très spectaculaire. Hein, je pense que vous allez voir les photos, enfin, vous devez les connaître, qui témoignent de cette façon très particulière de régler les problèmes de délinquance. Donc, qui est Bukele? Alors, Bukele, contrairement à ce que tu as dit, n'est pas d'origine africaine, il est d'origine palestinienne. Le père était d'ailleurs, il me semble, un ami de Shafik Andal au sein du Parti communiste salvadorien. Et Bukele commence sa carrière politique comme membre du Front Farabundo Martí. C'est un des jeunes espoirs du Front Farabundo Martí. Il est élu maire de Nuevo Cuscatlán, banlieue de la capitale, donc de 2012 à 2015. Et ensuite, il conquiert la capitale, San Salvador, de 2015 à 2018, sous les couleurs de la gauche traditionnelle, sous les couleurs du Front Farabundo Martí de Libération Nationale. Là, il y a on va dire un choc générationnel au sein du Front Farabundo Martí, c'est qu'à cette époque-là, il ne laisse pas la place aux jeunes, et les vieux commandants de la guérilla occupent encore tous les postes clés du parti et ne laissent pas une place à un renouvellement générationnel. Et ce qui provoque, entre autres, les critiques de M. Bukele, puis son expulsion du Front Farabundo Martí de Libération Nationale. On voit qu'on avait encore des génies au niveau de la stratégie, qui avaient bien une bonne vision du pays. Et donc, M. Bukele va se présenter sous les couleurs d'un parti de droite aux élections, alors que lui n'a pas de parti. Donc, il prend un parti qui, lui, n'a pas de leader, n'est-ce pas? Ça se fait souvent en Amérique latine, et gagne les élections présidentielles avec 53% des voix en 2019, et il va mettre fin à 30 ans de bipartisme. Alors, lorsque M. Bukele gagne, les élections législatives n'étant pas, sauf cette année, sauf depuis dimanche, mais elles étaient en décalé par rapport à l'élection présidentielle, et donc M. Bukele n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Non, là, on est encore dans un bloc majoritaire entre Arena et le Front Farabundo Martí. Alors, Bukele, il est très difficile de comprendre dans ses discours, tout du moins, pour essayer de le positionner. Quand on regarde dans les faits, on va rapidement pouvoir le positionner. Alors déjà, évidemment, il fait partie de ces gens qui ont bénéficié d'un ras-le-bol à la fois du bipartisme et à la fois de la politique traditionnelle. Et ça n'a rien à voir avec gauche ou droite en Amérique latine. Hugo Chavez, c'était ça aussi. Non, Hugo Chavez n'a pas été élu sur un programme radical socialiste. Jamais personne, d'ailleurs, ne vote pour un programme radical socialiste. Les gens votent pour un changement et Hugo Chavez, en 99 déjà, représentait le changement. Evo Morales, l'Indien, le syndicaliste, représentaient le changement par rapport à la politique traditionnelle. Donc, ce n'est pas nouveau. Et aujourd'hui encore, quelqu'un comme M. Castillo, par exemple, au Pérou, représentait le changement. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, il avait
la représentante de la politique traditionnelle, qui est en politique depuis 30 ans, qui s'est présentée 3 fois aux élections présidentielles, etc. Mais pas seulement à gauche. Là, j'ai donné enfin à gauche, j'ai donné des exemples nationaux populaires, mais aussi chez les libéraux, c'est la même chose. Monsieur Milei, par exemple, en Argentine, incarnait à merveille l'idée du changement. Il n'avait même pas besoin de parler. Vous aviez un type mal coiffé avec un blouson en jean qui arrive en chantant des chansons de hard rock dans ses meetings, etc. Et en face de lui, vous aviez un type en costard-cravate qui est depuis 50 ans, ou enfin depuis 30 ans dans la classe politique et qui a fait tous les partis. Il n'y a même pas besoin de parler. Le changement, c'était Milei. Alors là, les Argentins dégustent. Hein. Mais bon, le peuple a raison, surtout quand il a tort, le peuple a choisi, donc il applique la politique pour laquelle il a été élu. Que déviance près, je parle de Milei, non? Et M. Bukele, c'est pareil. Vous avez un jeune qui se présente dans les conférences de presse, casquette à l'envers, il a un style totalement disruptif. Et donc, évidemment, ça représentait pour les gens un espoir de changement. Alors, tout de suite, M. Bukele, en fait, on voit que plus que ses origines ancrées dans la gauche traditionnelle, c'est un libéral. Et il va s'entourer d'une armée de conseillers vénézuéliens qui vient de l'ultra-droite vénézuélienne, du parti de Leopoldo López et de M. Juan Guaido. Et donc, une trentaine de jeunes, comme lui, hein, la trentaine, qui vont être ses conseillers, mais les plus proches, y compris alors, ce groupe qui est à la fois à la présidence, à la fois au Parlement et à la fois dans le parti que M. Bukele est en train de construire, s'impose au gouvernement. C'est-à-dire que c'est vraiment le filtre entre la présidence, enfin, la présidence de M. Bukele et le gouvernement. Dans les cercles de pouvoir de M. Bukele, vous avez M. Bukele, ses frangins, aussi, spécialité d'Amérique centrale et même de certains pays d'Amérique du Sud, ses frangins, les conseillers vénézuéliens du parti d'ultra-droite de M. Leopoldo López et de M. Juan Guaido, et le gouvernement. Et évidemment, donc là, on voit un peu un M. Bukele qui critique tout le camp national populaire, etc. Et alors, avec les USA, il y a aussi des échanges soutenus, n'est-ce pas? Mais pas au début. Et en fait, on va dire que c'est des échanges qui sont, on va dire, des échanges inamicaux, hein, qui vont s'opérer sur des plans secondaires, je dirais. Parce que M. Bukele représente réellement, et comme nous allons le voir encore plus dans la partie économique, vraiment un pion des États-Unis dans la région. C'est un critique régulier des pays anti-impérialistes et le projet économique qu'il a s'organise autour de la création d'une muraille digitale de cybersécurité pour lutter contre l'influence russe et chinoise en Amérique centrale et en Amérique latine. Donc, M. Bukele est très précieux pour les États-Unis, n'est-ce pas? Surtout par l'aura qu'il a, d'une part, au sein de son propre pays, mais aussi au sein de la région, puisqu'il est adulé par tous les pays, tous les partisans d'un ultralibéralisme autoritaire, en commençant par M. Milei, par exemple, mais aussi par rapport à une gauche bête et perdue comme Pérou Libre certains députés de Pérou Libre qui sont allés au Salvador récemment du Pérou. Voilà. Alors, pourquoi il s'est un peu frité avec les États-Unis? Là, pour le coup, je pense qu'il avait tout à fait raison, d'ailleurs. Eh bien, parce que lors de la mise en place de son plan de lutte contre l'insécurité, eh bien, les ONG ont gueulé pour le non-respect des droits de l'homme, etc., etc. Alors, ça me permet de faire une transition, Régis, sur la lutte contre l'insécurité. Et donc, pour reprendre avec cette idée, qu'en penses-tu? Oui, ben, non, mais je crois que c'est, comme je l'ai dit en commençant, le peu que l'on connaît chez nous, et hélas, la France est devenue un pays que je qualifie de provincial, ce qui veut dire qu'on est un peu comme les États-Unis, quoi. On ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur. Aux États-Unis, on adule Biden, qui, qui dans un meeting, a prétendu qu'il avait rencontré François Mitterrand à Londres en 2021. Non, mais ce qui est quand même fabuleux, quoi.
hein. Donc c'est le sixième sens, hein. Ouais. Je vois des morts à des conférences de presse. Bon, le film je suis incapable de prononcer son nom. Donc, effectivement, ce qu'on sait en France, c'est cette histoire, alors qui plaît beaucoup à un certain nombre de gens soyons clairs, de gens de droite, c'est-à-dire une répression assez terrible et qui, sinon, chez certains, chez les belles âmes, chez les spécialistes des cours de morale, arrive à protester contre les méthodes qui sont utilisées. Au plan des principes, soyons clairs, et tu vas nous en parler, au plan des principes, ces méthodes sont inacceptables. Hein. C'est-à-dire que, comment dire, l'habeas corpus, n'en parlons même pas, les débats contradictoires, les conditions de détention, l'individualisation des peines, etc. Tout ça n'existe pas. C'est une répression de masse qui est mise en œuvre et qui est très spectaculaire parce qu'en plus, je pense que c'est voulu. Bukele fait filmer, fait photographier la façon dont ça se passe. Mais- Et le fait est que, bon, il suffit de voir une vidéo ou de voir des photos pour être assez stupéfait. Oui, alors il faut rappeler que les 2 premières années de Bukele, donc comme je l'avais dit, il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc pour la lutte contre l'insécurité, on a parlé il y a pas longtemps sur ta chaîne, Régis, de l'Équateur, qui est aujourd'hui devenu le pays le plus violent d'Amérique latine, Ouais, c'est vrai. euh, avec des assassinats, des tueurs à gages, etc. Enfin, l'Équateur est devenu un enfer. Et l'Équateur aujourd'hui a 44 homicides pour 100 000 habitants. OK? 44 En homicides 2000 par an, hein. C'est un ratio par an. annuel. Hein. Non, mais ouais, pour 100 000 habitants. Donc, en Oui, fait, oui, tout à fait. c'est 7 000 homicides par an, 7 500 homicides par an pour l'Équateur. Mhm. C'est Ce 44 qui homicides pour fait, 100 000 habitants. Hein? ouais, ce qui fait 44 pour 100 000 habitants, C'est ce qui ça. est un taux vertigineux, Ah, c'est déjà. énorme. C'est énorme. Voilà. En 2015-2016, le Salvador a 109 homicides pour 100 000 habitants. Plus du double. OK? Le racket, c'est-à-dire tous les petits commerces qui sont rackettés par les maras, par le crime organisé, c'est-à-dire vous ouvrez une boulangerie, vous payez des impôts, et puis en plus des impôts, vous payez l'impôt au gang qui est censé vous protéger, etc. Ça pèse, le racket pèse 4% du PIB, du PIB du Salvador. Non? Donc évidemment, c'est un énorme problème, puisque le pays étant petit, qui a toute une chaîne de montagnes sur un gros tiers du pays, qui était là où étaient les guérilleros, mais là, le crime organisé, il n'est pas dans les montagnes, parce qu'il n'y a aucun intérêt à être dans les montagnes, il faut faire du business dans les villes. Donc ça réduit encore le champ d'action. Donc ça veut dire que c'est un enfer pour les habitants. Un enfer parce qu'il y a énormément de morts. On sait que la plupart des morts, c'est les classes populaires qui les subissent. Donc là, à 109 morts pour 100 000 habitants, toutes les familles ont une personne assassinée au Salvador par les gangs, n'est-ce pas? Par la suite, il faut voir ce que c'est dans toute l'Amérique latine. C'est les gens, enfin, les gangs qui tiennent le quartier totalement. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un membre des gangs ou un chef de gang qui vient vers vous et qui vous dit, tiens, j'aime bien ta fille, elle va être ma femme dès ce soir, et qu'elle a 12 ans, votre fille, vous avez 3 heures pour quitter le quartier où vous viviez depuis 30 ans. Vous voyez, pour éviter que votre fille soit la copine du caïd et puis qu'il la prostitue au bout de 2 mois. Donc, c'est un enfer hein, que vivent les gens. Donc là, et c'est ce que disait M. Boukele quand on lui faisait des reproches sur les droits de l'homme, de comment il traitait les membres des Maras, n'est-ce pas? Il leur disait, mais pourquoi vous n'étiez pas là, toutes les ONG, à vous préoccuper des droits de l'homme de la population salvadorienne quand les Maras faisaient la loi dans les quartiers? Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Le problème, c'est que là, on fait pas c'est pas de la lutte contre de la délinquance. C'est de la lutte contre le crime organisé avec des armées qui sont aussi bien armées
que l'armée régulière, même pas que la police. Non, la police est moins armée, avec un taux de corruption, évidemment, dans les forces armées, dans les forces de police, qui est gigantesque. Et donc, c'est vrai que M. Bukele a fait revenir le taux d'homicide de 109, donc du pire pays d'Amérique latine à l'époque, et du monde d'ailleurs, parce qu'à l'époque, c'était le premier pays le plus violent au monde, suivi par l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y a plus d'habitants. De 109 homicides pour 100 000 habitants, et il l'a fait baisser à des niveaux raisonnables, c'est-à-dire au niveau des pays socialistes que sont Cuba et la Bolivie. Alors, comment il a fait? Voilà. Alors, je dis ça pourquoi parce qu'on vante beaucoup la méthode de M. Bukele, mais je crois qu'on vient de rappeler aussi que Cuba ou la Bolivie, donc la Bolivie dirigée depuis 15 ans par un gouvernement national populaire et Cuba par un gouvernement communiste, ont des taux d'insécurité et alors d'homicide qui sont au niveau du Salvador. Le Nicaragua, autre pays socialiste, a une police parmi les meilleures du continent et un taux d'insécurité très bas aussi. Donc voilà, c'est toujours à mettre en rapport, parce que là, on a l'impression de... Alors, M. Bukele a fait quelque chose d'exceptionnel. Oui, il l'a fait. Oui, il l'a Oui, fait. mais alors, comment il a fait? Et Il comment a il a fait? éradiqué la violence, et il faut lui rendre crédit. La population l'aime pour ça, ce qui explique le raz-de-marée, les 83%, etc. Oui, mais attends, Romain, j'insiste sur les chiffres. Moi, je les ai vus dans la presse française. C'est vertigineux, la descente. C'est Bah oui, vertigineux. Je mets de 109 à 3. à 3, c'est-à-dire ce sont des chiffres quasiment européens. Dans l'Union européenne, Oui, c'est fou. C'est oui. fou. Donc, Non, comment il a non, fait? non, je ne critique pas, hein, Non, attention, non, hein. non, 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 Il mais a bien fait, c'est sûr. Mais exceptionnel. alors, oui, oui, mais comment a-t-il fait? Parce que Alors, ça fait alors, rêver. Ça fait rêver. alors il ne l'a pas fait avec le dos de la cuillère, comme tu peux Non. imaginer. Déjà, donc rappelons-nous que M. Bukele n'avait pas la majorité au Parlement. Et les gens, finalement, commençaient à détester le Parlement, puisque le Parlement, pour des raisons politiciennes, donc le Parlement dominé par l'ultra-droite de Arena et par la gauche du Front Farabundo Marti, mettait des entraves dans les pieds de Bukele pour régler le problème de l'insécurité. Et notamment, ce qui a fait bondir Bukele, ça a été une augmentation de crédit pour lutter, pour son plan de lutte contre l'insécurité que le Parlement était en train d'entraver. Donc, qu'est-ce qu'a fait M. Bukele pour donner le feu vert, on va dire, à son plan? Il a envahi le Parlement avec l'armée. Bon, Ça fait réfléchir. réfléchir. Et non seulement il a envahi le Parlement avec l'armée, mais une fois qu'il arrive au Parlement, qu'il a pris la parole au Parlement, il a dit, eh bien maintenant, voyons qui contrôle la situation. Excusez-moi, je ris, mais encore une fois, là, alors là, ça a quand même, parce que ce qu'il faut voir, c'est que Arena, pas le Front Farabundo Marti pour le coup, mais Arena, c'était les alliés historiques des États-Unis dans la région, formés par les États-Unis, les escadrons de la mort, formés par l'armée américaine. Hein. C'est donc de voir un jeune qui en plus vient du Front Farabundo Marti, qui doit avoir ses liens avec certains secteurs des États-Unis, qui se dit libéral, qui est accompagné par les fascistes vénézuéliens, mais tout de même, il maltraite les alliés traditionnels des États-Unis. Et donc, on va dire qu'il va y avoir certaines frictions, notamment par les ONG, non, les fameuses ONG des droits de l'homme, auxquelles M. Bukele répond, mais pourquoi vous ne vous préoccupiez pas de ça lorsque les droits de l'homme des citoyens salvadoriens étaient menacés par les gangs? Il a tout à fait raison. Et là, il y a aussi un truc c'est que Arena, mais surtout la gauche, a de nombreuses ONG et vivent de ça. Et donc, vous avez une gauche qui s'est battue contre les États-Unis contre l'oligarchie, l'impérialisme états-unien dans les années 80, et dont certains secteurs vivent des dons de fondations états-uniennes aujourd'hui pour leurs ONG de droits de l'homme, de médias, de liberté d'expression, etc.
Et donc, c'est ça qui rend Bukele, on va dire, en apparence un peu insaisissable, c'est qu'il subit le courroux de certaines ONG, enfin de certaines multinationales de l'humanitaire qui normalement réservent leurs tirs aux pays anti-impérialistes. Donc c'est ça qui a fait que Bukele est insaisissable. En réalité, il n'est pas insaisissable du tout, je vais l'expliquer juste après. Alors comment il a fait? Il a mis les moyens, construction de prison, 75 000 prisonniers, les Maras sont connus pour avoir des tatouages. Genre, je peux montrer mon corps, mais moi, j'en ai pas. Et alors évidemment, toute personne qui avait un tatouage immédiatement était emprisonnée. C'est le pays qui a le plus de prisonniers par habitant au monde, n'est-ce pas? Les procès sont faits, donc ça a été admis par l'Assemblée nationale dès lors que les élections législatives ont donné une majorité confortable à Bukele en 2021, donc aujourd'hui le prolongement de cette majorité absolue au Parlement en 2024, selon les chiffres de M. Bukele, parce que les chiffres du tribunal suprême électoral, ils ont encore 95% des bulletins dépouillés. Mais si l'on en croit M. Bukele, il a une majorité absolue pour le mandat qui vient au Parlement. Et donc, le Parlement précédent a voté que les procès se feront par 300. Alors, toi qui es magistrat, ça doit te faire rigoler. Non, avocat, pas magistrat. Avocat, pardon. Oh là là, pardon. Oh là Toi qui es là, avocat, pardon, excuse-moi, Régis, excuse-moi. Toi qui es avocat, ça doit te faire rigoler parce que donc, c'est des procès par 300. Donc, avec les mêmes chefs d'accusation par 300, les mêmes preuves par 300 personnes, etc. Donc, c'est évidemment expéditif. L'État a lui-même reconnu que sur les 75 000, il doit y avoir 6 000 innocents. Donc, il y en a qui sont quand même libérés au fur et à mesure. Mais enfin, vous passez 2 ou 3 ans de prison en étant innocent. Tu vois, tu es un rocker qui joue dans un groupe de hard rock et tu as un petit tatouage et tu te retrouves avec les mecs des cartels en prison dans des cellules où vous êtes à 1 mètre carré par personne, etc. Je ne pense pas que ça soit très agréable. Très sincèrement. Donc, évidemment, c'est une boucherie. Mais et encore une fois, je dis un mais, parce qu'il faut quand même le dire, ça a apporté la tranquillité à la majorité du peuple équatorien, du peuple salvadorien. Je ne sais pas ce que j'ai avec l'Équateur aujourd'hui. Du peuple salvadorien. Et donc, la lutte contre l'insécurité, qui a été un succès, malgré les jérémiades des ONG, malgré les pleurnicheries des secteurs humanitaires des États-Unis, malgré certains médias internationaux qui ont attaqué Bukele là-dessus, explique à 100% les 83% de votants qui se sont dirigés sur Nayib Bukele. Pourquoi? Parce qu'il a dit, voilà, on a vaincu l'insécurité, qui était le premier problème à l'époque, quand j'ai pris le pouvoir. Aujourd'hui, nous allons lutter avec la même façon contre la corruption et pour l'économie. Et là… Attends, j'ai une question, Romain. Oui. Concernant la répression, prison, procès de masse, 6 000 gars sur 75 000 qui sont probablement innocents, il semblerait que ça se soit fait sans casse, c'est-à-dire qu'on avait des gangs armés, surarmés, hein, et il semble qu'il n'y ait pas eu de bataille rangée. Il y a eu, de part et d'autre d'ailleurs, assez peu de personnes tuées dans des affrontements. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu aussi des, comment Des dire, négociations. ou des accommodements, des choses comme ça? Il est sûr et certain que de toute façon, dans ces guerres de gangs, il y a toujours une situation qui se réaccommode. C'est une situation de crise, on passe d'un modèle à un autre, et il y a certainement un modèle qui s'est réaccommodé. De fait, ils n'ont pas procédé, ça n'a pas été immédiat, hein, les 65 000. Ils ont procédé par zone du pays, dans lequel toute l'armée était envoyée sur une zone, et dans laquelle les délinquants qui n'étaient pas capturés, qui partaient, ils partaient sur une autre zone, qui était ensuite l'autre zone avec un contrôle sur la première zone, etc. Et donc, effectivement, il n'y a pas eu de bain de sang. Donc, il y a eu certainement aussi un mode de négociation. Mais je dirais presque, Régis, peu importe. Oui, oui, non, Peu c'était pour importe. savoir, hein, je Ouais. trouve pas, Ouais. C'est vu quoi le résultat.
C'est quoi exactement, le résultat, c'est la tranquillité de la population. Et ça n'a pas de prix. On passe de 109 homicides pour 100 000 habitants à rien. D'un pays où tu ne pouvais pas monter une entreprise puisque tu allais te faire racketter, etc., à une tranquillité. C'est pour ça que ça explique les 83%. Quand j'entends des gens qui disent « Ah, la dictature, le peuple a mal voté », bien sûr que non. Il a voté pour le type qui leur a ramené la tranquillité et qui, par ailleurs, une certaine forme de dignité aussi. Parce que, comme il s'est fait critiquer sur les droits de l'homme, évidemment, par les États-Unis, par des médias, etc., il les renvoie dans les cordes. Il n'en tient même pas compte. Il fait aller vous occuper. Il l'a fait encore. Il a fait. Ce n'est pas. Il a dit exactement aux journalistes d'El País. Il a fait le peuple équatorien, le peuple salvadorien. Le peuple salvadorien est souverain et ce n'est pas à la monarchie espagnole de nous donner des leçons de démocratie. Vous êtes salvadorien, vous écoutez ça, ben, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Il n'y a qu'un Français qui va se laisser imposer des trucs par l'Union européenne et par Bruxelles. Mais quand on est un pays digne et patriote, ben non, on ne les écoute pas. On n'écoute pas ce que les impositions faites par un tiers étranger. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est le grand chantier. Alors, ça a pris 3 ans, on va dire. Sauf que maintenant, le principal problème des Salvadoriens, c'est plus l'insécurité, bien évidemment, il n'y en a plus. C'est la situation économique. Et là, c'est un tout autre effet de manche. Parce que quand on regarde la situation économique, le bilan est catastrophique pour Bukele. En réalité, c'est quasiment les mêmes chiffres de quand il est arrivé au pouvoir. Et les chiffres ne sont pas bons. Le Salvador, donc c'est un petit pays, hein, je le rappelle encore une fois, c'est facile aussi. Hein, je veux dire, si on envoyait toute l'armée française nettoyer la Bretagne de tout le crime organisé et la délinquance, ben, il y aurait pu. Je pense que ce serait assez facile de ramener, qu'il y ait une délinquance zéro en Bretagne. Hein. C'est tout petit le Salvador. C'est pour ça que quand il y a des autres pays grands comme l'Argentine ou le Pérou qui veulent prendre le modèle Bukele comme exemple, moi, ça me fait doucement rigoler parce que ce n'est pas applicable, tout simplement. Ce n'est pas applicable. Alors, pour revenir sur l'économie, le Salvador, c'est 30% de pauvres, 10% d'extrême pauvreté, 70% d'économie informelle. Ça, c'est les chiffres officiels. Hein. Selon l'ONU, le Salvador est un des pays d'Amérique latine où l'insécurité alimentaire a le plus augmenté entre 2020 et 2022. Je donne des chiffres encore de l'ONU. Seuls 42% des Salvadoriens, donc moins de la moitié, ont accès au tout à l'égout. Et en zone rurale, une grande majorité n'a pas accès à l'eau potable. Okay. L'indice de développement humain avec Bukele, elle est en baisse. Elle passe en 2018 d'être le 123e pays à passer au 125 pays, 125e pays en 2022. Et quand on regarde dans le tableau, quand on regarde ce qui est comparable, dans le tableau des pays d'Amérique centrale, dans les droits sociaux, il est régulièrement dépassé par le Nicaragua ou le Costa Rica. Donc là, on voit un bilan social désastreux que Bukele n'a pas pris au corps. Alors, on va lui laisser le bénéfice du doute pour son deuxième mandat. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne peux pas régler les problèmes sociaux quand tu as le crime organisé qui contrôle le pays. Donc, effectivement, d'avoir vaincu le crime organisé, on va lui laisser le fait que voilà, c'était un premier pas et que maintenant il va s'atteler, on va croire dans les promesses de campagne de Bukele pour pouvoir les juger. Mais toujours est-il qu'il faut bien avoir ça en tête, que ce n'est pas du tout un modèle économique et social, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Le premier mandat a été totalement désastreux. En plus, il y avait une grande promesse qui était le Bitcoin. Alors pourquoi le Bitcoin? Parce qu'il pensait, donc conseillé par tout un secteur anarcho-capitaliste, hein, très proche de Milei d'ailleurs aussi, que la monnaie du Salvador, c'est le dollar des États-Unis. Donc le Salvador n'a pas de souveraineté monétaire. Donc tant qu'à faire de ne pas avoir de souveraineté monétaire, autant essayer de dépasser le dollar par une autre monnaie
plus fluide comme le sont les bitcoins ou la crypto-monnaie. Donc, ça n'a pas marché. Jusqu'ici, c'est un échec, enfin un échec relatif, mais M. Bukele a dit en décembre 2023 que tout ce qu'ils avaient investi dans le bitcoin, alors jusqu'en 2022, c'était 600 millions de dollars, mais après, il y a eu toute l'année 2023. Donc, en fait, le chiffre même est assez opaque, assez flou. Ce qui n'est pas flou, c'est que 600 millions de dollars. Donc, ce qui n'est pas flou, c'est que M. Bukele a dit donc en décembre 2023 que s'il vendait tous les bitcoins que l'État avait achetés, il gagnerait 3 500 000 dollars. Rien, même pas le prix d'un hôpital. Donc, pour l'instant, le pari de bitcoiniser l'économie, évidemment, de faire venir des investisseurs qui ne paieraient pas d'impôts avec des flux de crypto-monnaies non imposables, en fait, un modèle anarcho-capitaliste au niveau régional, voire mondial, ça n'a pas marché. Au niveau du Salvador, il y a eu 72% dans une enquête récente des personnes qui ont déclaré que le Bitcoin ne servait absolument à rien dans leur vie quotidienne et n'avait évidemment pas amélioré leur vie quotidienne. Donc ça, c'est un échec pour l'instant. Il y avait la promesse d'une ville Bitcoin, donc qui était une ville où tout s'échangerait en Bitcoin, une ville où il n'y aurait pas d'impôts, l'espèce d'utopie anarcho-capitaliste. Donc là, on voit bien que Bukele, il est très facilement classable au niveau politique. Donc, ce n'est pas parce que certaines ONG qui normalement concentrent leurs tirs sur les pays anti-impérialistes l'ont un peu chahuté que Bukele est le chantre de l'anti-impérialisme. C'est comme M. Milei, avec un autre style. Voilà. Alors, la ville Bitcoin est un échec total. Il n'y a pas eu même la première pierre de poser. Le seul habitant, j'ai vu ça dans un article, c'est un cinglé états-unien qui est venu pour s'installer et qui vit aujourd'hui dans un bidonville, qui a plus de thunes, qui a tout cramé comme un connard et qui se retrouve à vivre dans un bidonville, dans une cahute prêtée par des gens en attendant que la ville Bitcoin se construise. Voilà. Alors, M. Bukele, ça n'a pas empêché M. Bukele de dire qu'il émettrait des bons de l'État en Bitcoin durant le premier trimestre 2024. Alors, je ne sais pas si pour ceux qui aiment les crypto-monnaies, si vous avez suivi un peu les évolutions du Bitcoin, le Bitcoin, dans 8 mois, il est passé de 22 000 dollars pour un Bitcoin à aujourd'hui 43 000, donc le double, donc c'est extrêmement volatile. Je ne sais pas si l'émission de bons de l'État en Bitcoin aura un effet immédiat s'ils trouveront des investisseurs pour investir là-dedans. Alors, au niveau on va quand même concéder le seul côté positif de l'économie salvadorienne, ça a été les conséquences, et ça c'est à court terme, de la lutte contre la sécurité, contre l'insécurité. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a plus le racket, donc c'est quand même un argent qui rentre dans les petits commerçants qui ont pu employer un petit peu plus de personnes. C'est vrai qu'il y a eu, alors c'est évidemment très léger au niveau de l'emploi formel. Sous M. Bukele, ça a augmenté, l'emploi formel a augmenté de 4%, il me semble, sur tout le mandat. Ce n'est pas énorme non plus. Voilà. Et le tourisme est supposé être en hausse. Encore qu'il va falloir encore regarder de près ce chiffre, parce que c'est un chiffre qui se rapproche du Pérou. Donc, c'est 1,9 million de touristes par an sur l'année dernière pour le Salvador. Le Pérou, on a 2 millions de touristes. Le Pérou a le Machu Picchu comme attrait touristique. Le Salvador n'a rien du tout. Donc, bon, le tourisme aurait augmenté au Salvador selon les chiffres officiels. Voilà. Donc, le bilan économique, il est totalement négatif. Il n'y a aucune amélioration depuis 2019 et c'est le grand défi pour Bukele. Et là, on verra si son hégémonie résiste. Parce que, pourquoi? Il a résolu la principale, et donc ça c'est bien, encore une fois, je vais lui passer de la pommade dans le dos, parce que quelqu'un qui dit « je vais vous résoudre la principale cause de vos soucis en un mandat » et qu'il le fait, il y a plein de pays au monde où on n'est pas habitué à ça, à commencer par la France. Donc, encore une fois, remettant au crédit de M. Bukele son bilan dans la lutte contre l'insécurité, mais bon, dans la lutte contre l'insécurité, tout le monde est d'accord.
À part les gangs, évidemment. Et les groupes de rock qui ont des tatouages. Le grand patron, il est pour lutter contre l'insécurité. L'ouvrier ou le commerçant informel des quartiers populaires, il est pour la lutte contre l'insécurité. Voilà. Donc ça aussi, ça explique évidemment le raz-de-marée de M. Boukele, les 80%, etc. Sauf que pour l'économie, il va falloir faire un choix. Parce que là, il y a des classes qui s'opposent. Elles ne s'opposent pas sur la lutte contre l'insécurité, mais en économie, oui. Soit vous renforcez le pouvoir des transnationales et de l'oligarchie locale, de l'oligarchie économique locale, et dans ce cas-là, vous allez perdre une partie de l'électorat populaire, qui est le plus important, bien entendu. Soit vous allez vous tourner et améliorer les conditions de vie de l'électorat populaire, et dans ce cas-là, vous allez perdre le soutien des entrepreneurs, c'est-à-dire de ceux qui vous financent vos campagnes, des médias qui ont le monopole qui sont détenus par les mêmes entrepreneurs, et puis certainement des États-Unis, donc vous allez devenir dans la case des infréquentables anti-impérialistes. Donc là, on va voir dans les prochaines années ce que va faire M. Boukele. Quel est son grand pari? Son grand pari, c'est de transformer le Salvador, comme je vous l'ai dit, en une muraille digitale occidentale pour lutter contre les incursions russes et chinoises, d'en faire un hub technologique. Et donc, c'est pour ça que M. Boukele, sur l'année passée, a baissé d'un ton avec les États-Unis, n'est-ce pas? Donc, comme je le rappelle, il y avait eu des frictions, notamment sur les droits de l'homme, notamment sur la loi que M. Boukele avait fait passer sur les ONG, n'est-ce pas? Donc, il y a une loi pour que l'État contrôle le financement des ONG et décide d'ailleurs si des ONG peuvent opérer dans le pays. Alors, évidemment, c'est une loi que les États-Unis ont, l'Union européenne a quelque chose de similaire, le Nicaragua a quelque chose de similaire, l'Équateur a quelque chose de similaire. C'est une loi pour dire, par exemple, une ONG qui veut aller construire des écoles sur une portion du territoire, bah, tu peux leur dire non, parce que l'État s'en occupe. Voilà. Mais ça, c'est très rare en Amérique latine. Un pays comme le Pérou, l'État n'est pas souverain. Ce sont les ONG, c'est-à-dire les organisations financées par des gouvernements étrangers qui font de l'ingérence et qui sont là pour imposer leur propre agenda. Vous voyez? Et donc, M. Boukele avait même un article assez rigolo avait mis un article assez rigolo dans cette loi. Il avait créé un impôt particulier pour les ONG sur les paiements de l'étranger de 50%. Et donc, c'est-à-dire que si les États-Unis voulaient maintenir une ONG, enfin une OG, parce que c'est une organisation du gouvernement des États-Unis, généralement c'est une OG, une organisation d'un autre gouvernement, s'il voulait le maintenir à $1 million, ben, il fallait qu'il en paye 2. Voilà, plutôt pas mal pensé. Donc, il y a eu, ça a chahuté un peu justement entre les États-Unis, Boukele, sur les droits de l'homme, sur les ONG, etc. Et puis là, il l'a mis en sourdine toute l'année dernière parce qu'il a signé un accord justement avec les USA pour devenir un centre technologique régional en contrepartie d'un prêt du FMI. Donc, on peut s'attendre à encore plus de libéralisation au Salvador. Et évidemment, la disparition de tout ce qui peut rester de l'État. Et l'idée, c'est de développer toute l'économie du Salvador, une grosse partie de l'économie du Salvador, sur le développement de la cybersécurité, de la 6G et des innovations technologiques. Il y a des partenariats avec Google aussi qui sont avancés, etc., etc. Alors, ben, lui souhaite bonne chance. Le Salvador et ses 30% de pauvres, ses 70% d'économie informelle, etc. Je n'ai pas entendu parler que le Salvador a une économie en tout cas de cerveau digital, de Silicon Valley, c'est-à-dire il n'y a pas une éducation supérieure qui, à mon avis, peut permettre de soutenir cette économie-là. Donc, ça va être encore une fois un autre défi. Bon, voilà, nous verrons. Je ne peux rien dire. Je vous ai donné les clés. Je vais donner la marge, en tout cas, de Boukele, la vision et puis surtout le bilan catastrophique économique. Et j'espère que vous avez compris, encore une fois, que malgré
le chahut qu'il peut y avoir avec certains groupes de l'Empire états-unien, finalement, le Salvador de M. Bukele est un pion de l'Empire en Amérique centrale et en Amérique latine. Voilà. Bon, eh ben, écoute, Romain, oui, vas-y. Oui, non, je voudrais quand même rajouter quelque chose pour compléter le panorama. Là, aujourd'hui, Bukele est le grand gagnant. Alors, on va attendre les résultats officiels. Peut-être qu'un jour, ils seront Oui. proclamés pour voir à peu près de combien il est le gagnant, mais je n'en doute pas qu'il a gagné de manière très, très large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oppositions sont complètement dépassées. L'extrême droite d'Arena est complètement atomisée. Elle s'est fait voler en plus son discours sur l'insécurité, qui est normalement sien, etc., y compris son discours sur le libéralisme. Elle n'existe plus en tant que telle. Elle a des réduits locaux, mais elle est totalement atomisée. La gauche est totalement atomisée aussi. Le Front Farabundo Marti crie à la dictature. Donc, quand on crie à la dictature, on insulte les 83% de Salvadoriens qui ont choisi d'élire M. Bukele. Hein. Vous ne pouvez pas à la fois dire espèce de connard, tu as voté pour le mauvais candidat, etc., puis leur demander le vote après. Hein. Un peu de cohérence tout de même. Voilà. Et en plus, cette gauche est réfugiée dans les ONG, c'est-à-dire des ONG payées par des puissances étrangères. Donc le discours patriotique est lui aussi du côté de M. Bukele. Bon, bref, elle est complètement déconnectée. M. Bukele a le chemin libre, totalement libre. Il n'a pas d'opposition. Il y a un discours aussi patriotique et de dignité chez M. Bukele, je l'ai mentionné là, notamment son dernier discours. Et je voudrais finir sur un point très important. Le vice-président donc élu, M. Félix Ulloa, pardon, salvadorien, donc le vice-président salvadorien, a été interrogé par le New York Times quelques jours avant l'élection, et le New York Times l'accusait de démanteler la démocratie au Salvador. Et il a eu cette phrase, il a dit « Nous ne sommes pas en train de démanteler la démocratie au Salvador, nous sommes en train de la remplacer par autre chose. » What? Et M. Bukele a dit un peu quelque chose à peu près similaire dimanche dernier, juste après avoir proclamé les résultats qu'il donnait vainqueurs. Ils disent en substance, la démocratie libérale telle que vous nous l'avez imposée signifie pour nous des gangs, de la souffrance, de la misère, de la corruption, et nous n'en voulons pas. Donc nous allons créer autre chose. Et ce discours, moi, m'a fait penser à un discours que les peuples, certains peuples latino-américains ont pu tenir sur la démocratie. Par exemple, au Pérou, le chant qui a accompagné toutes les manifestations de l'année 2023, le refrain, c'était « Esta democracia ya no es democracia ». Cette démocratie n'est plus une démocratie. Donc, il y a une critique de la démocratie. Il y a aussi, elle s'accompagne aussi d'une critique de la République et d'un clivage républicain anti-républicain, mais qui ne correspond absolument pas au clivage évidemment français. Quelle est la critique? La critique, c'est que la République, c'est la République coloniale qui a reproduit le système colonial hérité des Espagnols. Et que pour les Boliviens, en tout cas, qui ont créé l'État plurinational de Bolivie, qui dit dans le préambule l'État plurinational de Bolivie rompt avec l'héritage colonial et républicain, mais aussi, par exemple, au Pérou, où la République est vue comme la continuité de l'héritage colonial par les oligarchies locales, était aspirée et s'aspirer à être remplacée par autre chose. Je pense qu'aussi qu'on pourrait mettre dans le sac le fait qu'en 1999, la constitution du Venezuela instaure la République bolivarienne du Venezuela, et non plus la République du Venezuela qui était elle aussi entachée de toutes les tares de l'oligarchie et de la continuité la continuité coloniale de l'Empire espagnol. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que
que ce soit la démocratie ou la République, ce ne sont pas des notions comme ça qui s'imposent par le poids de leurs mots. Elles sont remplies d'un signifiant, et que si le néolibéralisme, dans la période la plus récente, vide le signifiant, eh bien, il faudra en tout cas que les peuples soit réinventent un signifiant à remettre dans le mot démocratie ou république, ou soit passent la page et essaient de construire autre chose. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que ces initiatives étaient la panacée du camp national populaire dans la première moitié des années 2000, dans les révolutions citoyennes, bolivariennes, boliviennes, etc. Et qu'aujourd'hui, on voit que cette bataille pour le signifiant, cette bataille culturelle, cette volonté de proposer un changement radical, enfin radical, en tout cas dans les mots, est assumée par les anarcho-capitalistes. C'est assumé par Milei, donc qui représentait le changement en Argentine. Alors là, ils vont déguster, ça c'est leur problème. Mais en tout cas, la proposition était d'un changement radical. C'est proposé par Bukele, n'est-ce pas? Et donc, le camp national populaire qui a pu représenter un progressisme pendant plusieurs années, finalement devient assez conservateur et essaie de préserver certains acquis, notamment symboliques. On l'a vu évidemment avec Sergio Massa en Argentine, on le voit avec M. Petro aussi en Colombie, qui essaie de changer, d'améliorer le sort des Colombiens, mais qui n'a pas un... On l'a vu avec M. Castillo aussi, dans la même veine, qui n'a pas l'audace révolutionnaire de bousculer les structures traditionnelles telles que peuvent le proposer les anarcho-capitalistes aujourd'hui, comme M. Milei ou M. Bukele, que je mettrai aujourd'hui dans le même sac. Voilà, je finirai là-dessus et j'ouvrirai au débat, parce que je n'ai pas d'opinion terminée là-dessus. Évidemment, je lirai tous vos commentaires que vous mettrez sous la vidéo de Régis. Alors moi, je vais un peu répondre à ce que tu viens de dire rapidement. D'abord, il y a la question, la démocratie, hein, c'est-à-dire qu'on nous impose un mot. On retrouve ça, ça ne nous éloigne pas de l'actualité à propos d'Israël, la seule démocratie du Proche-Orient. On oublie naturellement le Liban, mais c'est le vote hein, qui détermine, on vote. Alors, sauf que ce vote est réservé à une partie de la population qui habite sur cet espace contrôlé par l'État israélien. Donc, et puis il y a tout un tas d'autres choses qui font que, à mon avis, ça n'est pas une réalité. Alors, c'est le critère, et on le voit bien chez nous. Hein. Et Emmanuel Macron a été élu. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la France est une démocratie, même une démocratie représentative qui fonctionne normalement? Bien sûr que non. Alors, le problème, c'est que It's economy stupid, hein, disait Clinton au moment de son élection contre George Bush le père. C'est que Milei, Bukele, tout ça c'est bien joli, mais ils vont se faire rattraper, peut-être, je suppose, par le fait que ce qui convient aussi, c'est d'assurer la sécurité, ça c'est parfaitement exact, hein, mais il faut aussi remplir ce qu'il y a dans l'assiette. Ça, c'est très important. Pas seulement, hein, c'est sommaire ce que je dis, mais il y a tout un tas d'autres choses que l'économie doit apporter. Puis je vais faire une autre observation aussi. Ce qui est assez étonnant concernant l'Amérique latine, c'est qu'en fait, ça va très vite. Hein. Ces changements dont tu parles vont très vite. Depuis qu'on fait un petit peu le tour avec toi, je constate que des modèles, des représentations qu'on avait, souvent à partir de la segmentation droite-gauche, ne fonctionne plus. Simplement, il y a une crise mondiale, il y a un affrontement mondial, la globalisation comme forme moderne de la domination occidentale qui a maintenant 5 siècles est en train d'être affrontée par le Sud global, est en train de provoquer des contradictions dans l'Occident collectif lui-même. Et j'ajouterais que la dimension
et c'est ce que dit d'ailleurs, entre autres, euh, Emmanuel Todd dans son bouquin, c'est une lutte contre le néocolonialisme. Et ce que tu as dit concernant la façon dont étaient perçues les structures, y compris républicaines, en Amérique latine, étaient liées à la première lutte d'émancipation, les indépendances. Hein, et aujourd'hui, c'est peut-être un processus de néocolonialisme qui s'est enclenché. Alors, je vais terminer par la phrase de Shoigu, le ministre de la Défense russe, disant, et ce que dit également, rappelle Emmanuel Todd dans son livre, la décolonisation, la première décolonisation s'est enclenchée des empires qui avaient été mis en place essentiellement au XIXe siècle, mais pas seulement, avant par les anglo-saxons, mais a été déclenchée par la victoire de l'armée rouge à Berlin en 1945. Et là, aujourd'hui, l'invasion de l'Ukraine, le déclenchement du conflit dans des aspects de guerre chaude, a probablement, et on le voit bien avec la façon dont les BRICS se développent, les positions du Sud global qui soutiennent, pas nécessairement de façon très très claire ce que fait la Russie, mais on voit bien qu'il y a un combat contre le néocolonialisme imposé par l'hégémon dont l'outil était le néolibéralisme, dont un des leviers était naturellement le pétrodollar qui permettait de piller la planète. Là, aujourd'hui, les choses vont se passer probablement différemment. Et ce que tu décris dans ces petits tours que nous faisons grâce à toi dans ces pays latino-américains montre bien que, un, ça va vite, et deux, que tout est ouvert. Tout est ouvert. Et que là, l'expérience Bukele, l'expérience Milei, tu pointes ce que tu appelles, et à mon avis, c'est un terme qui est efficace, l'anarcho-capitalisme, hein, les libertariens, comme disent certains qui ont besoin de concepts comme ça pour exister, c'est quand même le reflet de tout ce qui est en train de se produire. Alors, ça ne veut pas dire que l'hégémon ne va pas continuer à se battre, même si là, je pense qu'il Non, est il est en grande difficulté. Alors bon, dans son arrière-cour, ça c'est un petit peu différent parce il est que en grande difficulté, mais il est là, hein, tout de même. Hein. Quand ah on oui, fait un oula, oula, de oula. rien. Alors bon, Milei avait dit j'aurais pas de relations diplomatiques avec la Chine, pas avec les communistes. Ils ont fait un peu de bruit sur Taïwan, etc. Tout est rentré dans l'ordre. Le ministre de l'économie est allé lécher les pieds littéralement de l'ambassadeur chinois. Voilà. Mais il n'empêche que, bon, à part ça en Argentine, mais les États-Unis ont eu un regain de puissance dans la région, parce que quand tu regardes bien, il y a l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, l'Équateur, le Pérou, qui sont très pro-Washington, n'est-ce pas? Le Chili aussi, qui est très pro-Washington. Le Chili est le chien de Washington sur l'Ukraine, c'est complètement ahurissant. L'Équateur, récemment, il y a quelques jours, parce qu'il a besoin des États-Unis dans sa lutte contre la drogue, a fini par donner son matériel militaire russe aux États-Unis qui va le livrer à Zelensky. Donc ça a eu comme conséquence immédiate l'arrêt de toutes les importations russes d'Équateur. Donc ça va mettre en très grande difficulté le secteur des fleurs en Équateur, qui est un secteur de l'économie assez importante. Mais bon, les États-Unis donc sont là aussi en Équateur. Ils occupent militairement parlant la Colombie avec leur base, l'Équateur maintenant qui a donc, ses accords sur la lutte contre la drogue, le Pérou qui est un pays occupé militairement aussi. Et puis quand on remonte en Amérique centrale, alors en Amérique centrale, il y a peut-être un petit peu plus de monde multipolaire parce qu'on a le Honduras, le Nicaragua. Bon, voilà, mais le Honduras. le problème, Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on avait un petit peu enterré les États-Unis oui, en mais disant le monde multipolaire en Amérique latine est très présent, il est même né là, etc. Il est quand même à construire. Mais ça, nous le savions, le monde multipolaire ne va pas être du non, jour au non, mais lendemain. Une construction sur 20 ans, 30 ans, je vais et puis ajouter c'est une très bon. chose.
je vais ajouter une chose, c'est que les États-Unis, c'est pas un bloc. Moi, quand j'entends, on le voit bien, ah oui, par exemple, sur ce qui se passe en Europe, oui, les États-Unis, ils ont finalement la guerre en Ukraine, ça leur a rapporté, ils ont cassé le lien entre l'Allemagne et la Russie, etc. Ils ont... Non, non, c'est pas un bloc homogène. Il suffit de voir comment ils sont divisés. Ils sont au bord de la guerre civile, il faut dire les choses comme elles sont. J'ai encore lu un article aujourd'hui. Je ne dis pas qu'elle va se déclencher, mais les oppositions, la crise de la frontière du Texas est quelque chose de très important. Ils ne parlent tout le temps que de ça, que de la guerre civile, etc. C'est étonnant. Il y a un film qui sort, et un autre film qui sort, et un autre film qui sort là-dessus. Donc, je dis pas que ça va déboucher sur une guerre civile. Personnellement, je pense pas, pour différentes raisons. Enfin, on va pas oublier qu'il y a 330 millions d'habitants et 340 millions d'armes. C'est-à-dire qu'il y a plus d'armes d'armes à feu que d'habitants. Ah, bravo. Hein, ça veut dire qu'il y en a certains qui ont des gros La paquets. migration, c'est un thème important. Il faudra peut-être qu'on touche le thème un jour, parce qu'effectivement, les grands flux migratoires de l'Amérique latine vers les États-Unis, c'est quelque chose qui a un impact immédiat sur la politique intérieure et qui influe sur la politique extérieure. Je Bien donne sûr. juste un petit spoiler, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins alors, il y a eu une grande migration vénézuélienne en Amérique latine. Pourquoi? À cause du blocus, hein, parce que les États-Unis ont essayé d'affamer la population vénézuélienne pour essayer de renverser Nicolas Maduro et s'emparer du pétrole. Voilà, c'est très clair. Après, on peut rentrer dans les détails, mais le bloc est là. Et donc, cette migration, au début, c'est faite dans tous les pays d'Amérique latine. Depuis quelques années, ben, ça remonte aux États-Unis et c'est devenu un enjeu. C'est devenu un enjeu, Oui, hein. c'est-à-dire que le Venezuela utilise ça comme un argument pour éviter de se refaire sanctionner. Et les États-Unis utilisent les sanctions pour essayer de s'ingérer dans les affaires intérieures du Venezuela. Donc, Oui, non, mais vraiment ça, quelque chose qu'il ne faut pas c'est mettre une de côté. Ça, et en plus, le lien des migrations, on a le lien avec le crime organisé, puisque toutes ces migrations sont opérées par les membres des cartels qui utilisent les mêmes routes de la drogue pour faire passer des migrants. Le trafic de migrants, c'est gigantesque et beaucoup moins risqué que le trafic de drogue. Donc, voilà. Bon, c'est les thèmes comme ça. Mais en tout cas, je voulais dire, bon, évidemment, de suivre les deux rives pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là. Vous avez de l'information sur l'Amérique latine en français, une information un peu différente de celle que vous avez dans les médias dominants, et que cette année va être cruciale en Amérique latine. Parce on a inauguré l'année avec l'élection au Salvador, mais il va y avoir des élections au Panama, il va y avoir des élections au Mexique, et il va y avoir des élections aussi présidentielles au Venezuela. Donc, ça va être Mexique-Venezuela. Ça va être très, très important et évidemment très suivi. Mais globalement, il va y avoir 3 milliards d'habitants de cette planète qui vont voter en 2024. Donc, c'est assez colossal. Donc, on va voir où tout ça va. OK, eh bien, merci, Romain, et à très bientôt.